Ce film a été réalisé pour apporter un soutien aux populations du Sahel qui luttent quotidiennement contre l'insécurité et le sous-équipement. C'est un hommage au professeur René Dumont, l'un des plus grands experts mondiaux en agronomie tropicale, qui a consacré toute sa vie à essayer de vaincre la faim. « 20 ans après la mort de René Dumont, c'est aujourd'hui l'occasion de rendre hommage à cet homme sincère et honnête, un agronome passionné qui s'est battu toute sa vie pour essayer de vaincre la faim en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. De mon point de vue, René Dumont a été l'un des plus grands experts mondiaux en agronomie tropicale. En 1973, il est devenu un écologiste convaincu quand il a écrit son livre « L'utopie ou la mort ». Un an plus tard, en 1974, il écrit le livre de sa vie, « René Dumont, agronome de la faim ». Je pense qu'il aurait pu donner comme autre titre « Agronome pour vaincre la faim ». On se heurte à un certain nombre de problèmes, on rencontre les vrais problèmes du sous-développement. T'as vu la glycine, si elle est belle? Voilà, avec permission, je cueille un muguet. C'est nous qui... Eh bien, il n'était pas mûr tous les ans au 1er mai, hein. Donc il y a un réchauffement global. J'ai rencontré René Dumont pour la première fois en avril 1974. C'était pendant sa campagne électorale, pour les élections présidentielles. J'étais venu à Paris pour obtenir les dernières autorisations pour pouvoir traverser le Sahara en 2 chevaux camionnettes, afin de réaliser au Sahel un reportage sur la grande sécheresse qui sévissait déjà depuis 4 ans. En avril 1975, je lui ai présenté le prémontage du film. Et d'emblée, il a voulu faire le commentaire en direct. C'est à l'occasion de la 2e projection que René Dumont a inventé le nouveau mot « agroécologie ». C'était le 20 avril 1975. À la fin de ce documentaire, je vous dévoilerai dans quelles circonstances il a inventé ce nouveau concept, bien avant d'autres personnes qui revendiquent également cette démarche d'agroécologie. Et en 1922, je passe le concours d'entrée à l'Institut national agronomique et je suis reçu. Et donc j'entre en octobre dans cette maison et j'entre ici. Mon siège, j'avais toujours le même siège et là, juste derrière, au 3e rang. Ça, c'est mon premier écrit. En 1923, j'étais élève à l'Institut national agronomique de Paris et de tradition dans cette école. Entre la première et la 2e année, il y a 2 mois de vacances, les grandes vacances. On doit les passer dans une exploitation agricole et faire un rapport là-dessus. Le protectorat du Maroc a offert le voyage à 10 élèves de l'agro parce qu'il voulait d'abord que nous connaissions le Maroc. Là, c'est l'agriculteur formé dans le nord de la France, à Cambrai avec mon père. Évidemment, j'arrive à un niveau d'agriculture totalement différent. Donc je commence par le signaler.
À l'âge de 10 ans, René Dumont a été traumatisé par la guerre. Le 2 août 1914, pendant ses vacances chez son oncle, dans les Ardennes, alors qu'il travaillait dans un champ, il entendit sonner le tocsin des cloches des églises des villages environnants. C'était l'annonce de la mobilisation générale pour la guerre 14-18. À l'adolescence, à la fin de la guerre, il est devenu un pacifiste convaincu. En 1922, à 18 ans, il entre à l'Institut national d'agronomie de Paris. Il va alors réaliser son rêve de devenir ingénieur agronome pour combattre la misère et la famine dans le monde. Je suis donc parti en Indochine. J'arrive au Tonkin, un jour un peu comme aujourd'hui, il y a une brume, puis une brume qui tombait. Oh, la colonie, c'est pas beau. Je suis affecté au service agricole du Tonkin. Le patron du service agricole du Tonkin était M. Bremer, je n'ai pas oublié son nom. Et il me voit arriver, on cause, il me reçoit gentiment, Dumont, bonjour, tout ça, vous entrez chez nous, mais vous savez, il y a un problème. On m'a dit de vous affecter à la culture du riz, mais comme depuis 30 ans on n'a rien fait sur le riz, ça m'embêterait que vous fassiez des travaux qui soulignent le fait que pendant 30 ans on n'a rien fait. Alors, vous viendrez ici, vous allez voir de temps en temps les petites stations comme ça, vous vous promènerez un petit peu. Et j'apprends que le salaire, pour les ouvriers, c'était au mois de mars, avril 1929, c'était 3 bols de riz par jour. Un bol le matin, un bol à midi, un bol le soir. C'est-à-dire de quoi manger très simplement, et pas autre chose. Ah. J'ai compris. Septembre 31, j'ai dit je rentre, je peux plus rester. Vous êtes de quel pays, monsieur? Moi, du Vietnam. J'ai été travailler au Vietnam de 1929 à 1932. 32? 29-32, j'étais agronome à Hanoï. Hanoï? Et j'ai fait un livre qui s'appelle La culture du riz dans le delta du Tonkin. Mon premier livre, La culture du riz au delta du Tonkin, a été une réhabilitation des techniques traditionnelles de culture du riz au Tonkin, tout. Lors de sa mission au Tonkin, en Indochine, en 1922, à l'époque c'était un territoire colonial. René Dumont constate qu'une partie de la population indochinoise est exploitée, qu'elle ne mange pas à sa faim, et que le nombre d'habitants est très important par rapport aux ressources du pays. Durant ses premières vacances, en 1922, comme un grand voyageur, René Dumont profite de la proximité de la Chine pour y faire un voyage d'études dans les campagnes chinoises. Après avoir exercé la responsabilité du service du riz dans le nord de l'Indochine pendant 3 ans, il revient en France par bateau. Il s'arrête à Ceylan, puis en Inde du Sud, où il rencontre à nouveau la misère paysanne sous le régime colonial britannique. De retour en France, il revient à l'INA, comme enseignant cette fois-ci, à la chaire d'agriculture comparée. Alors René Dumont, vous avez 30 ans quand vous arrivez dans cette maison, environ. C'est en quelle année? Eh bien, c'est en 1933, j'avais donc 29 ans. Ce que faisait Dumont, effectivement, tranchait avec tout ce qu'on faisait d'autre, puisque Dumont parcourait déjà la France dans ses provinces, le monde dans ses différentes parties, et il nous parlait de l'agriculture telle qu'elle existait, telle qu'elle était en train de se transformer, etc. Et pour moi, qui étais fils d'agriculteur et d'artisan, enfin j'avais un professeur qui avait l'air de savoir comment s'était fait en réalité l'agriculture. L'approche paysanne n'exclut pas l'approche économiste, mais que diable, pourvu que l'approche économiste n'exclut pas l'approche paysanne. Elles doivent être complémentaires, et cela exige ce lien que je disais tout à l'heure. Pour le paysan d'Afrique, le chef de terre des Kirdis dans le Nord Cameroun, la terre appartient à nos ancêtres, elle appartient à tout le monde qui la cultive, et la terre appartient aux petits-enfants de nos petits-enfants pour qui nous avons l'obligation de la laisser en bon état. Et est-ce que vous estimez que l'agronome a une responsabilité? Ah ben diable, l'agronome est détenteur d'un savoir, ce savoir, à l'usage de qui il s'en sert? S'il s'en sert à l'usage d'un système économique dominant qui continue à
écraser les pays pauvres et à profiter aux riches, évidemment, je ne suis pas d'accord avec. Donc, très vite, j'ai pris position, une position politique. En 1937, Georges Monnet, ministre socialiste de l'Agriculture, avec qui j'avais eu quelques rencontres, m'a appelé à son cabinet. Et je n'ai pas refusé d'aller travailler au cabinet de Georges Monnet. Je n'ai jamais refusé un poste où on pouvait avoir une certaine action. Là, il y a une citation que vous reprenez dans un de vos livres de Bertrand Russell qui dit « Aucun des mots que l'on veut éviter par la guerre n'est pas un seul des mots que l'on veut éviter par la guerre. » Dites-le, puisque vous pas un seul des mots qu'on veut éviter par la guerre n'est un mal plus grand que la guerre elle-même. J'ai pu faire une conférence pacifiste le 16 juin 1939 à Francfort-sur-le-Main, et les jeunes Allemands m'ont bien dit qu'ils ne pouvaient rien faire contre la guerre, ils ne pouvaient pas faire un mouvement pacifiste comme nous le faisions en France. Et alors est arrivé Jean Monnet en décembre 1945 à Paris, et Jean Monnet m'a invité à venir lui parler. Et j'ai travaillé au plan Monnet de 46 à 52, 53. Enfin, on a fait la modernisation de l'agriculture française. Et il fallait augmenter la production en France de lait de viande, on avait faim. À partir de 1950, le tracteur est arrivé, on a supprimé les bêtes de trait. Moi, j'avais conseillé des cultures de légumineuses, des mélanges graminées légumineuses, la légumineuse fixe, l'azote de l'air. Ben, on l'a remplacé par des graminées pures avec apport d'engrais azotés, apport de nitrate à dose excessive. Alors, on met trop de nitrate, on le met trop en couche, à chaque apport trop important, on ne fractionne pas suffisamment l'apport, ben, ça passe dans la nappe phréatique, et aujourd'hui, alors regardez les dégâts sur les rivières, les nappes phréatiques polluées, les rivières polluées, et la mer elle-même qui a reçu trop de phosphate, trop d'azote, et où se développent des algues, c'est quelque chose d'abominable. En 1953, c'est la dernière année, j'ai abandonné quand les tracteurs se sont mis à barrer les routes parce que la viande baissait. À ce moment-là, j'ai dit, voyons, on commence déjà à avoir trop en France, et on a tout le tiers-monde qui a faim. Et c'est cette année-là, quelques mois après, que j'ai passé mon enseignement. J'ai quitté l'enseignement sur la France pour passer à l'agro, à mon enseignement sur le tiers-monde. Vous êtes professeur d'agriculture comparée à cette époque et vous entreprenez toute une série de voyages autour du monde. Vous étudiez aussi le continent sud-américain. Vous allez à Cuba, au Mexique, au Venezuela, en Colombie, au Chili, au Brésil. Après Madagascar, le gouvernement français vous charge d'étudier plusieurs pays d'Afrique. J'ai été comme ça, successivement, au Sénégal, en Guinée, au Cameroun, au Tchad. Bon, j'ai fait mon travail, hein, j'ai décidé d'écrire l'Afrique noire est mal partie. J'ai fait encore 2 études, une au Sénégal, une au Cameroun. Il m'a été dit qu'il avait envoyé au ministre de l'Agriculture une lettre lui demandant de prendre contre le professeur Dumont des sanctions qui n'aient pas seulement un caractère symbolique. Et il m'a été dit aussi que le ministre de l'Agriculture avait égaré cette lettre. Je veux dire, vous m'avez foutu dans une colère incroyable. Je crois même me rappeler que vous êtes allé en Afrique, à Madagascar, plus ou moins avec ma bénédiction. Et qu'arrivé là-bas... Sûrement, l'agro. Arrivé là-bas, vous êtes livré à je ne sais quelle philippique contre les pratiques gouvernementales de l'époque, non seulement d'ailleurs à Madagascar, mais dans d'autres pays, et que même vous avez donné une conférence tout à fait agressive devant le Conseil d'État, le gouvernement, le président de la République, qui n'en revenait pas. L'ambassadeur de France... Au Cameroun, ça, je pense. Au Cameroun, c'est ça. L'ambassadeur de France envoie un télégramme affolé, etc., etc., etc. Bon, j'ai considéré, moi, personnellement, qu'en effet, René Dumont avait outrepassé les limites de la bienséance, mais qu'il avait parlé en conscience, avec la liberté qui est celle d'un universitaire qui doit livrer les analyses. Alors, j'ai toujours eu peur devant les excès oratoires de René Dumont, mais sur le fond des choses, je ne pouvais pas contredire les prémices, les fondements de son raisonnement. Alors, dans ces conditions, je ne sais pas si j'ai égaré la lettre ou si elle s'est égarée toute seule. Dans tous les cas, je n'ai pas eu à décider. Merci. Je n'ai pas oublié. En 1970, la grande sécheresse éclate au Sahel.
Elle durera pendant 4 ans, jusqu'en 1974, et fera plusieurs dizaines de milliers de morts, d'Agadez à Dakar. Le monde entier est sous le choc, et René Dumont a voulu témoigner. De l'Atlantique jusqu'au Tchad, la bande sahélienne fait transition entre la zone désertique du Sahara et la zone soudanienne. Agadez, situé à la limite sud du Sahara, est un très vieux centre caravanier. Grâce à son marché, c'est le point de jonction entre les Touaregs de race blanche, restés nomades pour la plupart, et les Aoussa de race noire, qui détiennent le petit commerce. Malheureusement, depuis 2015, les touristes ne viennent plus à Agadez, car cette zone est jugée trop dangereuse. Enveloppés dans leurs vêtements teints à l'indigo, les Touaregs se protègent les yeux et les voies respiratoires avec un litam. C'est une sorte de turban qui couvre le visage, afin, disent-ils, de ne pas avaler les forces du démon. Vivant de l'élevage, les Touaregs étaient heureux, mais avec la grande sécheresse, certains ont perdu jusqu'à 97% de leur bétail. Ayant presque tout perdu, beaucoup de Touaregs sont devenus des sédentaires dans ces camps de réfugiés. Ils sont venus chercher le taïmakou, cette aide alimentaire qui leur a permis de survivre. En 2007, les Touaregs se rebellent et demandent une meilleure répartition des richesses. Lorsque j'ai présenté à René Dumont les images de ce film, il a souhaité les commenter en direct. C'est à l'occasion de la deuxième projection du film que René Dumont a inventé le nouveau mot agroécologie. C'était le 20 avril 1975. À la fin de ce film, hommage à René Dumont, je vous dévoilerai dans quelles circonstances il a inventé ce nouveau mot, bien avant d'autres personnes qui revendiquent également cette démarche d'agroécologie. Par le biais de ce film, René Dumont a été en 1975 l'un des grands défenseurs des expériences d'agroécologie au Sahel. L'équilibre naturel est très précaire. La pluviométrie moyenne varie entre 75 mm et 150 mm par an, ce qui est très faible. Alors on peut se demander, René Dumont, si la vie est encore possible dans cette région. Ce désert d'aujourd'hui n'a pas toujours été un désert. Il y a 100 000 ans, à la fin du Quaternaire, il y avait une forêt, mais les chasseurs ayant mis le feu ont commencé par diminuer les capacités de rétention en eau du sol, puis sont venus les agriculteurs qui ont cultivé le Sahara il y a environ 8 ou 9 000 ans, mais peu à peu, cette culture a provoqué une érosion de la surface du sol, pour lutter contre la désertification,
l'avancée du désert vers le sud, on est en train d'aménager des barrages arrêtant l'eau qui tombe à chaque pluie pour alimenter les racines des arbres que nous voyons reprendre la première pluie. On a demandé actuellement à tous les Touaregs de participer à ces travaux. Vous voyez qu'au bord de ces rivières temporaires, de l'eau s'est infiltrée et immédiatement la végétation devient beaucoup plus dense et il y a même sous ce climat très aride, 150 mm de pluie année moyenne, il y a encore au bord des rivières temporaires une possibilité de redonner la vie et c'est là le but de ces barrages. Malgré les dures conditions climatiques et même sédentarisé dans un oasis, le Touareg reste attaché aux valeurs de liberté et d'indépendance qui caractérisent ce peuple. Chaque jour, sous un soleil de plomb et par le vent sec venant du Sahara, il puisera pendant de longues heures l'eau nécessaire aux cultures. En 1973, il n'est tombé que 75 mm d'eau. Pour entretenir son bœuf, indispensable à l'irrigation, le paysan a été obligé de vendre la moitié de sa récolte. Certains aménagements de terrain, expérimentés en 1972 dans cette région d'Agadez, ont permis d'éviter la fuite des Touaregs vers les camps de réfugiés. Étonnés par les résultats obtenus, les Touaregs s'engagèrent alors dans la construction d'une digue d'épandage, afin de dévier l'eau des pluies qui s'engouffraient dans les canyons, sans utilité aucune pour la végétation. L'ouvrage définitif, Badaji, d'une longueur de 250 mètres, a coûté environ 1 200 €. 31 personnes y ont travaillé pendant 2 mois et demi, chacune d'entre elles recevant une allocation journalière correspondant au SMIC nigérien.
Ces travaux, dirigés par des coopérants français, allemands et américains, ont été filmés pour la première fois par notre équipe en juin 1974, lors de notre reportage dans la région d'Agadez, au Niger. La phase expérimentale est maintenant terminée et les responsables envisagent de généraliser ce type d'action. Il est vrai que les résultats sont extrêmement positifs. D'une part, l'avancée du désert est ralentie, et d'autre part, l'homme s'aperçoit qu'il doit respecter la nature pour sauvegarder la vie dans cette zone subdésertique. En plein désert, Chirozérine est devenu un véritable centre expérimental. René Dumont, pouvez-vous nous expliquer ce surprenant processus de reboisement? Alors, il s'agit aussi de reboiser. Là, on a choisi un système mis au point par les Touaregs eux-mêmes qui se sont aperçus que dans les crottes de chèvre, il y avait des graines de ces arbustes ou des petites pousses capables de reprendre. Alors, on creuse des cuvettes que la première pluie remplira. On y met des crottes de chèvre dans le fond de ces cuvettes et on décortique là les crottes de chèvre dures de façon à faciliter la sortie. Mais ces jeunes pousses qui vont sortir seront tout de suite très fragiles et il suffirait que les chèvres viennent les attaquer pour les faire périr immédiatement. C'est pourquoi immédiatement ces jeunes pousses sont protégées de la dent des chèvres par ces espèces de cônes de branches d'arbres. Il s'agit en somme d'arrêter la marche inexorable pour certains du désert, qui est en somme le résultat d'une mauvaise gestion par les hommes qui ont surchargé le bétail. Les premiers vétérinaires qui ont soigné les bêtes se sont plus préoccupés d'augmenter le nombre de bétail et de lutter contre les maladies que de améliorer la nourriture du bétail. Alors on a provoqué un déséquilibre qui est devenu dramatique aux années de grande sécheresse, comme 1972. À 25 km à l'ouest d'Agadez, cette zone de Kerboubou était une forêt d'épineux. Aujourd'hui, il ne reste que quelques arbustes. Aussi, les Touaregs ont-ils entrepris de construire des banquettes en 2001 pour retenir les eaux de pluie. Ces travaux effectués par 55 degrés au soleil montrent la volonté des Touaregs de survivre aux périodes de grande sécheresse. Lorsque j'ai rencontré René Dumont pour la première fois, en 1974, il avait étudié les situations de l'agriculture dans plus de 70 pays, en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Il venait d'écrire son livre « L'utopie ou la mort ». René Dumont avait alors une grande expérience en agronomie tropicale et son point de vue était argumenté, pertinent et très réaliste. Dans les régions du Nord, à Chirozérine et ici à Kerboubou, toute graminée semblait avoir disparu. Pourtant, dès la première pluie, l'herbe a poussé dans la zone aménagée, tandis qu'ailleurs, il a fallu attendre la 3e ou la 4e pluie pour voir apparaître les premiers pâturages. René Dumont, qu'en pensez-vous? Il faudra de nouveau retrouver un équilibre entre les hommes, les animaux, les fourrages. Je pense que le Sahel a été l'action d'un déséquilibre. Ces hommes ont eu besoin de trop de bétail qui a surpâturé la végétation annuelle et la végétation arbustive en favorisant l'avancée du désert. Il faudra envisager
que ne reviennent dans ce Sahel que des quantités moindres d'hommes et des quantités moindres de bétail, si l'on veut retrouver un équilibre. Dès que les pâturages réapparaissent, les animaux réfugiés près des puits pendant la saison sèche sont regroupés et l'élevage expansif recommence. Souvent, les chèvres, qui résistent mieux aux dures conditions climatiques, sont la seule richesse des nomades. Mais par ailleurs, elles sont aussi les agents dévastateurs de la végétation. René Dumont, qu'en pensez-vous? Il ne s'agit pas de condamner la chèvre. La chèvre est le meilleur utilisateur de ces ressources rares fourragères pour la transformer en lait et en viande. Mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est retrouver à nouveau un surpâturage de ces jeunes graminées qui viennent de pousser, qui aboutirait de nouveau à la destruction de toute végétation. Voici les bovins. Et les bovins étaient évidemment la grande ressource de ces Aoussas, de ces peuls. Mais une ressource qui n'était pas exploitée d'une façon rationnelle. Les Touaregs, les Aoussas, étaient fiers de leur nombre d'animaux plus que de leur production. Et ils gardaient les animaux trop vieux. De sorte que quand il y avait insuffisance de fourrage, comme dans les années de sécheresse, trop d'animaux n'arrivait plus à survivre, et ce fut la grande mortalité de 72 et surtout de 1973. Pour éviter que ce déséquilibre recommence, que cette mortalité reprenne, il faut envisager de transformer le Sahel, le pays de la limite du désert, en pays naisseur d'animaux et non plus en pays qui entretiennent constamment les animaux. C'est une bonne idée, René Dumont. Mais compte tenu des faibles moyens dont disposent les pays du Sahel, ce jeune berger doit bien se demander comment on peut véritablement concrétiser votre proposition. On y aurait un noyau de génisses et de jeunes vaches, qu'on ne garderait pas trop âgés, et les jeunes animaux maigres seraient retirés du pays, conduits vers le sud, et vers le sud où il n'y a plus de pâturage, on s'occuperait de les engraisser, alors que jusqu'à présent, on les garde dans le pays, et il faut attendre 7 à 8 ans pour qu'ils soient vendables. René Dumont a toujours expliqué qu'il faut maîtriser l'eau, mais que les grands barrages ne sont pas toujours la seule solution pour les aménagements hydrauliques. Au Sahel, les pluies ne tombent que pendant 3 mois ou 4 mois dans l'année, et à cause de leur violence excessive, l'eau n'a pas le temps de s'infiltrer dans le sol, et cela génère une érosion vraiment dramatique. Voici l'eau qui est tombée. Et l'eau qui est tombée a transformé ces oueds qui étaient à sec en torrents impétueux qui sont en train d'arracher la végétation, d'arracher la terre, d'arracher les arbres et de tout ravager si on ne sait pas les corriger, si on ne sait pas les utiliser. Eh bien, c'est cette énorme masse d'eau que les barrages doivent obliger à épandre. On réalise des systèmes d'épandage de crues latéralement, à droite, à gauche, de façon à ce que l'eau recouvre le maximum de surface, que l'eau s'infiltre dans le sous-sol. Il faut retenir l'eau sur place, et quand on en dispose de quantités importantes, on fait des aménagements plus importants comme ici, entre les deux murs de béton, prend naissance un canal d'irrigation, un véritable ouvrage, qui va alimenter des rizières. Mais il ne faut pas oublier que ces travaux d'irrigation sont extrêmement coûteux. Il était plus important d'améliorer l'épandage de crues et d'améliorer les cultures faites sous régime pluvial que de consacrer toutes les ressources du pays à ces travaux hydrauliques dont sont très fiers, d'une part, le Fonds européen de développement qu'il finance et d'autre part, la grande société d'entreprise de dragage qui fait des gros bénéfices
sur la construction de tels ouvrages. Vous avez raison, René Dumont. La manière dont est réalisé cet ouvrage est bien discutable, car dans ce cas, les Africains ne se sentent pas du tout mobilisés au développement de leur pays. Ce type de grands travaux, sans doute indispensables, mais réalisés avec des moyens mécaniques importants, ne représente pas la seule solution à tous les problèmes d'aménagement hydraulique. Il faudrait également réaliser, avec l'aide de la population, des barrages plus petits, permettant de pratiquer les cultures pluviales. Bien évidemment, il faut maîtriser l'eau, qui creuse les oueds temporaires, car elle est sans aucune utilité pour l'agriculture. Dans son livre « L'Afrique noire est mal partie », écrit en 1962, René Dumont a dénoncé aussi les inégalités de la société africaine. Pendant la période de grande famine, pendant la période de grande sécheresse, quand les bovins mouraient dans le nord en proportion importante, une proportion de ces bovins ont reflué vers le sud, et comme ils n'avaient rien à leur donner à manger, leurs propriétaires, les Haoussa, les Touaregs, ont cherché à s'en débarrasser à un certain moment donné. Ils ont été obligés de les vendre à vil prix. Durant les périodes de grande sécheresse, certains animaux ont été vendus l'équivalent de 2 ou 3 euros. Car les nomades, complètement démunis, n'avaient plus de moyens pour survivre. René Dumont a regretté que l'école ne soit pas assez orientée vers la formation agricole, car celle-ci est vraiment indispensable partout dans les pays africains. L'alphabétisation apparaît évidemment comme le meilleur remède pour lutter contre la corruption. Mais l'apprentissage du métier d'agriculteur est là plus qu'ailleurs vraiment indispensable. Quittons la zone sahélienne pour nous rendre au Burkina Faso, dans la bande soudano-sahélienne. Plus riche et plus arrosée, cette région vit presque uniquement de l'agriculture. Dans les différents offices régionaux de développement, les cadres voltaïques travaillent de concert avec les coopérants techniques pour vulgariser les thèmes essentiels à une nécessaire révolution agraire. Les méthodes traditionnelles constituent véritablement un frein au développement agricole, pourtant indispensable, puisque d'après les travaux de la Commission économique pour l'Afrique,
la population augmente plus vite que la production alimentaire. Face à une telle situation, tout un programme de mise en valeur des terres doit être réalisé rapidement. Bien des sols et des bas-fonds pourraient être mieux cultivés, mais dans la brousse la plus reculée, chacun a compris que les fonctionnaires gagnent beaucoup plus que le paysan. Face à cette situation, les responsables africains essaient de mobiliser les jeunes pour le développement rural du pays. Première étape indispensable pour un décollage économique. Ailleurs, une bonne utilisation des disponibilités en eau pourrait permettre à la zone tropicale de pallier en partie les nombreux aléas climatiques. Le potentiel d'irrigation des fleuves dans cette zone du Sahel, de l'ordre d'1 million d'hectares, pourrait laisser penser que la construction de grands barrages résoudrait beaucoup de problèmes. En fait, la réalité du sous-développement empêche de généraliser des travaux beaucoup trop coûteux pour l'Afrique, tels ces immenses aménagements dans la vallée du Kou, en Haute-Volta. Comme le disait le professeur René Dumont, grand expert en agronomie tropicale, les bases essentielles d'une révolution agricole sont l'apport de fumures organiques, la réalisation de dispositifs anti-érosifs, l'utilisation de variétés précoces et l'association de l'agriculture et de l'élevage. En appliquant ces 4 principes de base, de nouvelles possibilités économiques s'offrent aux paysans dans les villages. Au Burkina Faso, dans la zone de Bazoulé, Moussa est devenu un paysan de pointe. Utilisant la traction bovine pour le labourage, il emploie maintenant la fumure organique pour l'amélioration de ses terres. Durant la saison des pluies, il cultive le mil et le sorgho, après quoi, il consacre son temps aux cultures maraîchères. Le maraîchage, en exigeant des techniques et des moyens, contribue utilement à accélérer la mise en valeur des terres, jusqu'ici freinées par les dures conditions climatiques. Certaines terres sont rééquilibrées par labourage et par apport de fumure organique, mais l'acquisition d'une paire de bœufs reste impossible pour bon nombre de paysans. Prises en saison des pluies, ces images ne laissent pas deviner l'austérité de la zone tropicale. Sans pluie pendant 8 mois est caractérisée par une perte par évaporation de 80 à 90% de son humidité. La technique d'irrigation demande une bonne préparation du terrain. Il demande aussi en particulier un bon nivellement. Partout en Afrique, les enfants accomplissent une part importante des travaux agricoles, car l'archaïsme des méthodes exige en compensation un maximum de bras. Quand la terre a été bien ameublie à la houe, le contrôle des écarts de niveau se fait en utilisant cet appareil très simple. 2 poteaux et un tuyau plastique rempli d'eau suffisent.
Le principe des vases communicants met en évidence les parties à niveler. La formation des paysans est encore nettement insuffisante. Pour assurer la relève des coopérants européens, l'école rurale devrait former surtout des paysans. C'est, je crois, René Dumont, ce que vous affirmez depuis longtemps. Oui, c'est une thèse que j'ai déjà développée, mais qui jusqu'à présent n'a pas reçu d'application. L'école a une orientation, d'abord trop servilement copiée sur l'Europe, et une orientation remarquée sur la promotion individuelle. Grâce à l'école, le fils de paysan espère ne plus être paysan. Donc l'école n'est pas jusqu'à présent destinée à former des paysans, mais j'allais plutôt dire à former des non-paysans. Pourquoi? Parce qu'il y a entre le niveau de vie du fonctionnaire, des gens des villes d'une part, et des paysans de l'autre, un écart excessif, et que, en restant paysan, le jeune fils de paysan sait qu'il n'a aucun espoir de promotion sociale très nette. En cultivant mieux, il améliorera son sort de 10, 15 ou 20%. En passant fonctionnaire, il va multiplier son niveau de vie par 15 ou par 20. Il n'y a donc aucune commune mesure entre les deux. Alors il faudrait que on commence par réduire l'écart de niveau de vie entre la ville et la campagne pour rendre la ville moins attrayante. Tant qu'on n'aura pas fait ça, aucune réforme de l'enseignement n'aboutira à un résultat efficace. Il faudrait favoriser la promotion des agriculteurs et leur permettre d'avoir une vie plus agréable en milieu rural. La politique du creusement de puits devrait s'intensifier afin de pouvoir pratiquer l'irrigation, technique indispensable pour les cultures maraîchères. Techniquement, il est possible aujourd'hui de vaincre la faim. L'Afrique subsaharienne doit mettre en œuvre une véritable révolution agricole, avec les moyens adaptés aux conditions climatiques, qui bien évidemment sont beaucoup plus difficiles que dans les pays tempérés. Pendant ce temps, en France, en avril 1974, les candidats à l'élection présidentielle se préparent. Les mouvements écologistes cherchent un représentant pour expliquer leurs idées. Et qu'est-ce que tu penses de René Dumont? Mais j'ai dit, ce serait très bien, seulement il n'est jamais là. Mais justement, il revient d'Alger demain après-midi. Et je dis, ce serait très bien dans la mesure où il n'est plus seulement agronome, il est aussi devenu écologiste en publiant l'année précédente L'Utopie ou la mort. Il a viré sa cutie. Chef d'état-major. Chef d'état-major. Voilà, c'est comme ça que vous le désignez, René Dumont? Ah bah oui. J'avais un conseiller culturel, Jean Carlier, un chef d'état-major, puis beaucoup d'autres, naturellement. Je me souviens, lorsque j'avais accueilli René Dumont, qui est arrivé d'Algérie, je pense, ou d'Afrique du Nord, avec sa djellaba. Et je lui ai posé la question, alors nous étions quelques-uns. Krasovski. Oui, Krasovski. La deux chevaux. Personnes. En deux chevaux. En deux chevaux. Et René, il avait publié L'Utopie ou la mort. Je lui pose la question, je ne sais pas comment je t'appelle d'ailleurs. Oh, ben, est-ce que vous accepteriez d'être notre candidat? Je pense que tu vas tutoyer quand même. Bon, alors je ne me souviens plus, avec les années qui passent. Et tu as demandé un jour de réflexion, seulement 24 heures de réflexion. Alors, on vous choisit à cause de vos travaux? Probablement, c'était toute une équipe de jeunes, ces écologistes, en grande majorité. Et probablement qu'ils avaient besoin d'avoir un sens de respectabilité. Pour ça, il fallait un ancien. Un gars qui regardait mon professeur. Ah, il dit René Dumont. Ah, tenez, j'ai lu hier dans le Figaro, René Dumont a une chevelure médiatique. Voilà les compliments que je recueille dans le Figaro.
Alors René Dumont, en 1974, des journalistes ont écrit que vous faisiez le zouave au pont de l'Alma. On savait que le propriétaire des bateaux-mouches du pont de l'Alma luttait contre la construction d'une route sur berge, sur la rive gauche, et par conséquent avait comme alliés les écologistes. Alors à ce moment-là, nous sommes allés le trouver et il nous a offert un bateau de réforme. Il a dit un bateau qui ne sert à rien, je vous l'offre pour la durée de la campagne électorale. Alors nous sommes installés là, c'était très commode, on y accédait en vélo, tous les gens qui venaient nous voir, beaucoup venaient en vélo. Bon, nous avions une baronne Balt qui était notre téléphoniste, nous avions tous les jeunes des lycées privés là derrière, tout Passy et Auteuil, là, tous les gosses de riches venaient nous aider. Alors, vous avez des soutiens de pas mal de personnalités. J'ai relevé Théodore Monod. Ah mais oui, Théodore Monod, lui, alors c'est un vieil ami. Mais attention, les deux gros cotiseurs qui nous ont trouvé la plus grande somme d'argent, c'est Jacques Bunicourt de l'ENDA de Dakar, le tiers-mondiste. Nous sommes téléphonés, nous sommes écrits, et puis j'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui apporter quelques moyens. La seconde plus importante contribution financière de notre campagne présidentielle était signée Pierre Cotte. Alors Jean-Pierre Cotte, vous étiez au courant de ce financement de la campagne de René Dumont par votre père? Ah, je n'ai pas à connaître les financements occultes de René Dumont. Ça ne m'étonne pas. Ton programme, bon, la profession de foi des écolos, c'est beau, hein. Ah, il y a un livre là-dessus. Hein. Oui, qu'est-ce qu'on dit dans leur profession de foi? Alors, leur profession de foi, c'est pour une autre civilisation. René Dumont, candidat du mouvement écologiste. Alors, ils disent, mais c'est bien quand même parce que maintenant, les gens rient plus quand on dit ça. Quelle terre laisserons-nous à nos enfants? Quand même, maintenant, tout le monde le dit, cette histoire-là. À Kokologo, en zone soudano-sahélienne, nous avons entrevu les véritables possibilités de développement de l'Afrique de l'Ouest. À côté des calebassiers, des manguiers, poussent ces figuiers méditerranéens, et même le raisin y mûrit. Ces prises de vue réalisées pendant les saisons des pluies permettent de penser que le développement agricole des pays du Sahel est encore possible. Pourtant, ces roses, véritables symboles d'espoir dans cette zone soudano-sahélienne, ne peuvent pas atténuer l'angoisse des populations du Nord qui attendent chaque jour l'arrivée des vivres. L'aide alimentaire apportée aux pays du Sahel a préservé des milliers de vies humaines, bien que la solidarité internationale se soit manifestée un peu tardivement. René Dumont. Quand la famine a été reconnue à la fin de 1972 et surtout au début de 1973, les pays riches ont fait un certain effort. Voici les sacs de grains qui arrivent. Le volume global de l'aide a été insuffisant. Nous avons donné à l'ensemble des pays du Sahel 600 000 tonnes de grains. En réalité, pour éviter les malnutritions et les disettes et les morts de faim, il aurait fallu donner 400 000 tonnes de plus. Il aurait fallu donner en tout 1 million de tonnes. Mais on n'a pas trouvé ces 400 000 tonnes supplémentaires, alors que la même année, on a donné 400 millions de tonnes de grains dans les pays riches à notre bétail. Il a manqué au Sahel 1 millième de ce qu'on a gaspillé en donnant à notre bétail. Il n'a même pas été nécessaire qu'on se prive de 1 millième de notre ration de viande, il aurait suffi qu'on en jette un peu moins, puisque à environ 10% de nos disponibilités en viande et en charcuterie sont gaspillées et se retrouvent dans les poubelles.
l'acheminement des vivres vers les régions éloignées des ports est toujours resté problématique à cause du manque de moyens et d'un réseau routier jadis conçu uniquement en fonction des cultures commerciales. Ces sédentaires mauritaniens sont les figurants d'une situation paradoxale. Là, pendant plusieurs mois, les secours ne vinrent pas régulièrement, faute de moyens de transport, alors qu'à 200 kilomètres de là, circulent en plein désert, 3 fois par jour, des milliers de tonnes de minerais de fer acheminées vers le port de Nouadhibou. À l'époque, on avait, nous, des combats qui étaient essentiellement sectoriels, soit l'antinucléaire, soit le problème donc pour une meilleure agriculture plus autonome, plus économe. Mais on voyait mal et on avait de la difficulté à penser l'écologie en tant que nouveau paradigme politique. Alors grâce à sa candidature, je pense que Dumont, qui avait une vision plus générale, non seulement planétaire des choses, mais en plus aussi dans de nombreux secteurs, a aidé donc à élargir à la fois au niveau géographique de toute la planète et au niveau du spectre d'intérêt des écolos. En nous disant, finalement, dans l'écologie politique, il n'y a pas que la défense de l'environnement, il n'y a pas que l'agriculture, il n'y a pas que le nucléaire, il y a aussi le social, il y a les exclus, il y a la dimension nord-sud, donc évidemment, puisqu'il est tiers-mondiste aussi, donc il y a la dimension économique, et tout ça a été assez ressenti, je crois, localement par les jeunes militants qu'on était. Le dérèglement climatique et l'avancée du désert vers le sud font que périodiquement, ces populations du nord du Sahel ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Malheureusement, les gouvernements du Sahel, trop pauvres financièrement, ne peuvent pas suffisamment venir en aide à ces populations en détresse. Alors, la situation devient compliquée. Ces Touaregs, complètement démunis, ne peuvent pas participer à la vie économique du pays. La situation s'est dégradée. En 2003, des islamistes étrangers s'implantent dans le nord du Sahel. En 2007, les Touaregs du Niger et du Mali organisent une rébellion armée qui durera plus de 2 ans. Ils revendiquent une meilleure répartition des richesses locales. Ces Touaregs savent que de toute façon, ils ne peuvent devenir plus pauvres. Certains Touaregs soutiennent alors le mouvement islamiste. À partir de 2013, ces territoires placés en zone rouge sont fortement déconseillés aux journalistes. Et aujourd'hui, il n'est plus possible aux voyageurs de vivre avec ces populations nomades et de réaliser de telles images. Quand j'étais venu vous voir avant 81, j'étais venu voir davantage l'écologiste que l'homme du tiers-monde, si je me souviens. Je pense, exactement. En 81, en revanche, j'ai été nommé ministre de nouveau pour des raisons qui tiennent à ces nominations et qui font que je me suis retrouvé dans un secteur que je ne connaissais pas, que j'avais tout à apprendre, et donc j'ai pris conseil de René Dumont. Le discours que nous tenions alors, et au-delà du discours, un certain nombre de gestes et de décisions répondaient à
ce que toute une jeune génération d'Africains attendait, qui commençait à demander que ça change. Beaucoup de préalables sociaux et économiques sont nécessaires pour un changement de situation. Souvent, les matières premières vendues à l'Occident sont payées à des prix très bas, tandis que l'inflation, propre à nos pays, augmente considérablement le prix des matériels nécessaires pour moderniser l'agriculture, pour développer la pêche maritime et fluviale. Le développement de l'artisanat et de petites industries pourrait procurer un peu d'emploi dans le milieu rural. Mais d'Agadez à Dakar et ici à Ayoro au Niger, les moyens techniques et financiers manquent véritablement. Actuellement, il y a un écart entre les pays riches et les pays pauvres qui ne cesse pas d'augmenter. Cet écart atteint un niveau politiquement intolérable. On a cru en 1960 qu'on allait réduire cet écart en augmentant le niveau de vie des pauvres. On sait maintenant qu'à part quelques exceptions en Asie, c'est plus possible. Il n'y a pas les ressources. En ce qui concerne le Burkina Faso, la partie sud, située dans la zone soudano-sahélienne, est davantage arrosée et bénéficie donc d'un climat moins hostile. À 50 km à l'ouest de Ouagadougou, le chef de village de Bazoulé nous accueillit et Koutiga nous expliqua que cette zone était jumelée avec la région de Montargis. Nous travaillons avec la vallée de Bazoulé depuis à peu près 3 ans. Nous avons commencé par envoyer une première fois des charrues. Sur la vallée de Bazoulé, une opération de développement consistait à développer la culture attelée sur toute la zone. Et nous préparons un prochain envoi. Nous avons aussi envoyé du matériel de forge au centre des artisans de Bazoulé. Des forges portatives, des étaux, une cisaille, puis prochainement une perceuse. La deuxième opération venait s'intégrer dans le démarrage du maraîchage. L'argent qu'on a pu envoyer a pu servir à subventionner des puits et des moyens d'exor de l'eau. Et enfin, la dernière grosse opération qu'on essaie de mener à bien, c'est la construction d'une pépinière qui doit servir à lancer le reboisement par les paysans eux-mêmes sur la zone de Bazoulé. Les actions que vous menez sont évidemment intéressantes. Et les délégations qui viennent travailler bénévolement au Burkina Faso constituent un bon exemple de coopération désintéressée. Derrière le travail de ces paysans voltaïques se cache toute l'ambiguïté des termes de l'échange. D'un côté, les produits agricoles qui sont payés à bas prix aux paysans africains, et de l'autre côté, un produit transformé, le ciment, sans cesse soumis à l'augmentation du prix.
Tous ces problèmes, leur solution se situe à un autre échelon, au niveau de nos gouvernements, au niveau international. Alors, nous, à notre mesure, on essaie de faire un travail au ras du sol. C'est qu'à travers d'un travail concret, une prise en charge, une participation au développement d'une petite région, on rencontre les vrais problèmes du sous-développement. Les Burkinabés sont courageux et travailleurs. Mais partout dans les pays du Sahel, les moyens techniques et financiers manquent véritablement. Le manque d'eau courante et d'électricité est un handicap de développement qui ne devrait plus exister dans notre monde du XXIe siècle. Ce courageux forgeron burkinabé mettra 2 heures pour réaliser manuellement cette pièce de charrue avec comme seuls outils un burin et un marteau. Alors qu'en Europe, une machine moderne à commande numérique et découpe laser mettra 100 fois moins de temps pour réaliser cette même pièce. Voilà bien l'exemple frappant du monde d'aujourd'hui qui évolue à 2 vitesses. Le sous-équipement est dramatique en Afrique sahélienne. En 1979, René Dumont est invité en Tanzanie, où le président Julius Nyerere tente l'expérience Ujamaa, unique en Afrique. 1 an auparavant, en 1978, 9 personnes des comités tiers-monde de Saumur et de Montargis étaient allées en Tanzanie pour apporter un soutien financier et évaluer cette expérience Ujamaa, qui nous semblait être une 3e voie intéressante pour les pays du tiers-monde. Nous pensions avoir trouvé une alternative, d'une part au communisme chinois et cubain, et d'autre part au libéralisme économique qui délaisse souvent une partie de la population. Cette expérience Ujamaa a été le sujet de mes 2 films documentaires, en français et en anglais, réactualisés en 2019. J'en profite pour dire que ce sont aujourd'hui les seuls films français sur l'ensemble de l'expérience Ujamaa. Bien, je ne suis pas certain de pouvoir préciser une année ou indiquer le moment où la Tanzanie pourra atteindre ce niveau. Je crois que cela dépend de la façon dont les pays développés accepteront d'introduire un nouvel ordre économique international dont le Mwalimu a parlé depuis longtemps dans plusieurs forums internationaux. Fondamentalement, cela signifie de taxer les pays riches au bénéfice des pays pauvres. Ce que nous avons maintenant, c'est de vendre notre production aux pays riches. Ils décident des prix et ensuite nous achetons des produits manufacturés de ces pays. Ils en déterminent aussi les prix. Aussi longtemps que cette situation continuera, je ne crois pas que nous pourrons atteindre une économie qui nous soit favorable. Alors, plus nous introduirons tôt un nouvel ordre économique international, plus la Tanzanie sera capable rapidement d'atteindre ce but. L'expérience Ujamaa a montré que les pays pauvres
ne pouvait pas atteindre le stade du décollage économique sans l'aide des pays développés. La nécessaire révolution agricole en Afrique doit être réalisée par des moniteurs agricoles africains avec l'aide de coopérants étrangers. Elle doit être basée avant tout sur l'association de l'agriculture et de l'élevage. À Montargis, le comité de jumelage et de coopération avait décidé d'aider techniquement et financièrement le village de Bazoulé au Burkina Faso. Ici, il s'affaire à collecter d'autres charrues pour préparer un troisième envoi. Depuis 2015, ces actions d'aide au développement de l'Afrique ne sont plus possibles en direct dans les pays du Sahel, car le djihadisme et l'islamisme radical rendent dangereuses les actions humanitaires dans les villages mal protégés contre le terrorisme. De l'avis de tous, les choses évoluent lentement en Afrique. Depuis 1960, l'Afrique a été le continent qui a le moins bénéficié de la croissance de l'économie mondiale. Mais il n'est peut-être pas vain d'espérer qu'un jour, ces peuples se prendront véritablement en main. Les défis de l'Afrique sont immenses. Il faudrait creuser davantage de puits par forage mécanique pour avoir de l'eau courante à proximité dans les villages. Construire des centrales électriques pour fournir l'électricité et alimenter les moteurs des machines. Généraliser l'école primaire à 90% des enfants pour faciliter leur avenir et lutter contre la corruption. Et multiplier le nombre d'écoles d'agriculture pour améliorer les rendements agricoles. La croissance de la population, d'environ 2,7% par an, soit 6 ou 7 enfants par femme, est bien supérieure à la production agricole, ce qui constitue un handicap important pour le développement des pays du Sahel. Alors vous dénoncez dans ce livre non seulement l'héritage de la colonisation, mais aussi le comportement des nouveaux dirigeants. Les nouvelles élites, les nouveaux dirigeants, les nouvelles élites au pouvoir ont été élevés chez nous, comme étudiants, en Europe, aux États-Unis. Ils ont vu notre société de consommation, ayant le pouvoir, ils ont tout de suite voulu vivre, et même vivre largement, notre société de consommation. Le drame de l'éducation qu'on répandait en Afrique, surtout au moment après l'indépendance, c'était encore plus marqué. Tout élève qui avait été à l'école considérait qu'il n'avait plus à salir les mains du moment qu'il avait un diplôme, même le simple certificat d'études primaires. Et la famille le pensait aussi. On allait à l'école pour être fonctionnaire et pour devenir, grâce à la fonction publique, s'enrichir, non seulement soi, mais encore enrichir la famille. D'ici 2050, les 30 ans à venir seront vraiment décisifs pour les habitants des pays subsahariens. Malheureusement, depuis 10 ans, les pays du Sahel sont confrontés au djihadisme radical, qui anéantit douloureusement les espoirs de développement économique et humain. Aujourd'hui, dans ce Sahel, 20 millions de personnes souffrent de la faim, c'est-à-dire 20% de la population. Et 5 millions de personnes sont en situation de dépendance alimentaire périodique. Selon une recommandation de l'ONU, les pays développés devraient consacrer 0,7% de leur produit intérieur brut pour l'aide aux pays pauvres, comme ils s'étaient engagés à le faire dans les années 1960. Pour cela, il faudrait que la France augmente son aide publique au développement, car elle n'est aujourd'hui que de 0,5%. D'ailleurs,
seuls quelques pays d'Europe du Nord réalisent cette recommandation de l'ONU. Par ailleurs, les particuliers qui le peuvent sont invités à verser 1% de leurs revenus pour les pays en espoir de développement. C'est sans doute la meilleure manière de limiter l'immigration et de permettre le développement des pays pauvres. En 2020, il faut prendre conscience qu'il ne sert à rien d'aller sur la Lune ou sur Mars si on ne sait pas vaincre la misère sur la Terre. Le grand pas pour l'humanité serait de permettre à ces populations africaines de vivre avec un minimum de dignité. Et là, ils disent non, une croissance indéfinie est impossible, nous n'avons qu'une seule terre, mais une civilisation du bonheur est possible. Autrement que par une croissance effrénée. Ils disent, mais n'attendez pas que les choses se changent toutes seules, vous seuls avez le pouvoir de les changer. J'obéis à ma conscience. Il m'a dit, monsieur le professeur, comme vous avez raison. C'est un humaniste, c'est un homme intelligent, et c'est un homme qui a toujours donné l'essentiel de sa personne pour défendre ceux qui ont besoin d'être défendus, pour défendre ceux qui sont en péril. Je sais bien qu'un homme comme ça ne sera jamais favorable à la guerre. En 2020, il faut souhaiter que les dirigeants africains réussissent à arrêter les massacres des populations par les djihadistes, à supprimer les menaces qui entraînent les fermetures des écoles, à faire comprendre aux islamistes que la solution n'est pas la guerre, mais plutôt l'unité des pays, pour assurer à chaque Africain la paix et l'amélioration des conditions de vie de tous. Les dirigeants du groupe G5 Sahel devraient faire comprendre aux djihadistes que le terrorisme au nom de l'islam radical n'est pas la bonne solution pour assurer le développement de cette région du Sahel. D'autre part, les chefs d'État européens et le président de l'organisation Union africaine devraient aider les gouvernements des pays du Sahel à lutter contre le terrorisme au nom de l'islam. Depuis le début de la première décennie de développement, c'est-à-dire depuis 1960, le quart de la population africaine n'a tiré aucun profit de la croissance de l'économie mondiale. Chaque année davantage, le fossé se creuse entre le développement des pays industrialisés et les besoins réels des nations sous-développées. René Dumont a été l'un des plus grands experts mondiaux en agronomie tropicale. Durant toute sa vie, sa préoccupation a été de vouloir vaincre la faim. Il exprimait son point de vue de manière franche, sans concession quelquefois, mais il le faisait toujours dans le désir d'aider le gouvernement, car il voulait le meilleur développement possible pour les populations en espoir de développement. Cette franchise dans la manière de faire, comment je dirais ça, la critique d'une cause que l'on aime, parce que René Dumont, c'est quelqu'un qui veut le développement, hein? Il veut pas le mal développement, comme il dit, hein, ou le développement anarchique. Il veut le développement, hein? Il veut que ça réussisse. Alors, cette manière, c'est ça qui est cette franchise-là. Dire des choses déplaisantes, mais nécessaires, hein? Comme nous l'avons dit, c'est René Dumont qui a inventé le mot agroécologie en avril 1975, lorsqu'il commenta en direct les images du film Paysans et nomades du Sahel. Je vais vous raconter les circonstances exactes. René Dumont nous invita chez lui le dimanche 20 avril 1975. Je lui ai présenté les images du film sur le Sahel
que j'avais tourné 8 mois plus tôt. Lors d'une première projection, j'ai bien évidemment fait le commentaire pour lui expliquer le contexte. Il m'a dit « Votre film est intéressant ». René Dumont avait alors 71 ans. Nous avons branché les 2 magnétophones et lors de la deuxième projection, il a commenté en direct les images du film. À la fin de la projection, il m'a dit « Michel Gadpaille, vous êtes le premier reporter documentariste sur l'agroécologie. Et moi, je viens d'inventer un nouveau mot, agroécologie. » En mai 1976, le film Paysans et nomades du Sahel a été projeté à Paris dans une salle archi-comble, en présence de René Dumont. C'est plus tard, en 1983, que le chercheur américain Miguel Altieri a repris ce terme agroécologie dans un ouvrage scientifique pour lequel il a d'ailleurs demandé à René Dumont d'écrire la préface du livre. En mars 2020, j'ai complété et réactualisé le film en lui donnant un nouveau titre. En Afrique, les peuples oubliés du Sahel. En arrivant dans ce Sahel, nous pensions découvrir l'Afrique sous son aspect exotique. Mais la réalité décrite par René Dumont nous a fait réfléchir. Vivant avec les Africains, dans 5 pays du Sahel, d'Agadez à Dakar, nous avons découvert l'homme, avec ses problèmes de la vie de tous les jours. Alors, notre vision a bien changé, et en hommage à René Dumont, nous avons tenté de vous faire partager nos inquiétudes et un peu nos espoirs. Basta